Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par l'actualité politique avec la fin de la dissidence au sein du parti UDR Tabat. Après plus de 6 mois de guerre entre pro et anti Amadou Boubacar Cissé, les deux camps ont fumé le calumet de la paix. Finalement, c'était hier au siège du parti. C'était en présence du président national de ce parti, M. Amadou Boubacar Cissé. Ce moment de retrouvailles entre militantes et militants de l'UDR Tabat marque la fin de la dissidence au sein du dit parti. En effet, les anciens frondeurs, au rang desquels les élus nationaux au titre du parti, ont par la présente rencontre annoncé par la voix de leur porte-parole le règlement à l'amiable de la crise que traverse le parti de Amadou Boubacar Cissé, auquel ils reconnaissent d'ailleurs le leadership, à la satisfaction du bureau politique national de l'UDR. Ils ont réfléchi, ils ont souhaité de nous rejoindre et nous les accueillons à bras ouverts, sans rancune. Et je rappelle aussi que la division ne fait pas grandir un parti. Ce qui fait grandir un parti, c'est l'addition d'abord, ensuite la cohésion. Occasion également pour le vice-président national du parti de lancer un vibrant appel. Je profite de l'occasion pour dire et demander à ceux qui ont quitté notre parti pour une raison ou pour une autre, et à tout autre Nigérien qui souhaiterait venir ou revenir à Tabat, le parti reste ouvert à tous. Ainsi, comme le dit un adage, tout est bien qui finit bien. La hache de guerre étant enterrée à l'Union pour la démocratie et la République, il appartient désormais à l'ensemble des militants du Tabat de resserrer davantage leur rang autour de celui qu'ils appellent affectueusement ABC pour l'épanouissement de l'UDR sur l'échiquier politique national. Les habitants du quartier Calais-Plateau ont rendu publique une déclaration aujourd'hui. Elle est relative à l'occupation illégale par M. Ibrahim Daouda Moussa d'un espace public dédié à la construction d'un jardin d'enfants et d'une école. Manifester leur mécontentement contre le chef du quartier qui, selon eux, a vendu le seul lieu public réservé à l'école primaire à un particulier, motif de ce rassemblement des habitants du quartier Calais-Plateau. Le gouvernement, dans ses efforts de donner à tous les enfants nigériens une chance d'aller à l'école, en accroissant les effectifs scolarisés, a créé cette année un jardin d'enfants et une école primaire à Calais-Plateau. Zone qui en est dépourvue jusqu'ici et qui est en pleine croissance démographique. C'est le site indiqué par la ville de Niamey pour accueillir le jardin d'enfants et l'école primaire que ce prédateur d'une autre race veut coûte que coûte s'approprier et mettre en vente comme il l'a déjà fait auparavant, en toute impunité. C'est ce jardin d'enfants et cette école primaire dont 4 salles de classe ont déjà été confectionnées et qui disposent d'un personnel enseignant affecté par le ministère de l'enseignement primaire que ce sinistre chef de quartier veut vendre pour son propre compte. Comment l'administration territoriale peut-elle tolérer des représentants aussi vils et nuisibles à la cohésion sociale tels que le chef de quartier de Madina? Les habitants de ce quartier demandent aux autorités de se pencher sur cette affaire. Qui sont ces complices à la ville de Niamey? Car en s'engageant ce bras de fer avec les habitants de Calais-Plateau autour d'une école publique, ce chef de quartier qui ternit dangereusement l'image de la ville de Niamey et de l'administration territoriale défie simplement l'État. En tout état de cause, nous, habitants de Calais-Plateau, tenons à mettre en garde le monsieur Ibrahim Moussa Daouda contre toute nouvelle tentative d'entraver la confection des classes en cours. Prenons l'opinion publique nationale à témoin de cette mise en demeure et de notre farouche volonté de protéger l'école de nos enfants. Soit-il au péril de nos vies. Demandons à la ville de Niamey, à l'administration territoriale, au ministre de l'enseignement primaire, de prendre leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités, avant qu'il ne soit tard. Car trop c'est trop. Et nous ne saurons répondre de ce qui pourrait advenir si jamais nous revoyons un seul de ces courriers sur le site de l'école. Juste après cette déclaration,
la police, accompagnée des autorités coutumières, sont venus défaire les 4 hangars qui servent office de classe. Et maintenant, l'endroit est devenu un vaste terrain vide, sous le regard impuissant des habitants du quartier qui voient ainsi l'avenir de leurs enfants dans la tourmente. Et puis cette bonne nouvelle, lors de la réunion du Bureau international du travail BIT tenue le 6 novembre dernier à Genève, notre compatriote Moussa Oumarou a été nommé comme secrétaire général adjoint en charge des programmes extérieurs et des partenaires. Cette nomination prendra effet à compter du 1er janvier 2018. Notre pays vient d'être encore une fois de plus honoré à travers la nomination de notre compatriote Moussa Oumarou par le directeur général du Bureau international de travail, BIT, au poste du secrétaire général adjoint chargé des programmes extérieurs et des partenaires. La mission n'est pas certes facile, mais il compte l'exécuter avec brio. Je prends l'engagement solennel d'exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m'ont été confiées en qualité de directeur général adjoint pour les programmes extérieurs et les partenariats du Bureau international du travail, de m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Organisation internationale du travail, sans solliciter ni accepter d'instructions concernant l'exercice de mes attributions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure au Bureau international du travail. Dans l'exercice de cette mission, il aura sous sa supervision les 5 sous-directeurs généraux responsables pour les régions Afrique, Asie-Pacifique, Europe et l'Asie centrale, Amérique. Au siège de 2 départements lui feront rapport. Il assurera aussi la supervision du sous-directeur général qui dirige le centre de formation de l'Organisation internationale du travail OIT de Turin, fréquenté chaque année par près de 15 000 stagiaires et étudiants. Voilà, bonne chance donc à notre compatriote Moussa Oumarou qui est désormais secrétaire général adjoint du BIT, le Bureau international du travail, et également en charge des programmes extérieurs et des partenaires. Retour à Niamey avec le projet de loi de finances 2018 au centre de la session budgétaire citoyenne organisée aujourd'hui par Alternative Espace Citoyen. La synthèse des échanges dans ce sujet. Passer en revue le projet de loi de finances qui est en cours d'examen par les parlementaires, c'est à cet exercice que s'est attelé la structure de la société civile alternative à travers cette session budgétaire citoyenne. La discussion porte sur le projet de loi de finances soumis par le gouvernement au Parlement. Comme vous le savez, ce projet a suscité déjà beaucoup de controverses, beaucoup d'appréhensions et naturellement on va discuter autour du projet. D'abord les mesures qui sont contenues dans ce projet de loi pour voir dans quelle mesure ces mesures sont bonnes ou mauvaises et donc comment elles peuvent affecter la vie des citoyens, leurs revenus, leurs conditions de vie. Et en même temps, de l'autre côté, on va aussi examiner les dépenses pour voir comment elles sont réparties à travers le budget. Nous allons surtout nous focaliser sur les fonds alloués aux secteurs sociaux, bien que le projet de loi est boudé, estime Moussa Tchangari. Nous on porte une grande attention sur un certain nombre de secteurs, notamment le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, l'agriculture, l'élevage, mais aussi tous les autres secteurs sociaux. Donc nous vraiment on se porte sur ça, parce qu'on cherche à savoir dans quelle mesure ce budget peut contribuer à réaliser les droits économiques, sociaux et culturels. D'ores et déjà, comme vous le savez, on est très loin du compte. C'est un projet vraiment scandaleux et donc on essaye de faire de cette présentation avec aussi l'objectif, si vous voulez, de sortir avec des propositions, des critiques qui vont servir de base pour nos actions futures. Cette session budgétaire citoyenne 2017 est une occasion pour analyser tous les points inscrits dans le projet de loi de finances 2018.
Voilà, à propos donc de cette session budgétaire citoyenne, nous recevons ce soir comme l'invité de dimanche donc Até Moussa Tchangari, qui est le secrétaire général de Alternative Espace Citoyen. Avec lui donc nous allons revenir sur cette session budgétaire citoyenne, à quoi elle a consisté, c'est quoi les résultats au cours de cet exercice. Tchang, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous donc nous allons essayer de développer cette session budgétaire citoyenne 2018. Alors, première question, Tchang, expliquez-nous d'abord, c'est quoi une session budgétaire citoyenne? Bon, en fait, c'est une rencontre d'organisation de la société civile et aussi des citoyens, en fait, pour discuter sur une question qui touche tout le monde, à savoir le budget. C'est l'occasion pour nous, en même temps que le Parlement discute du projet, de le regarder, nous aussi, en notre qualité de citoyens, voir en fait qu'est-ce que ce budget-là contient. Quelles sont les mesures, s'il y a des mesures nouvelles qui ont été édictées, comme c'est souvent le cas chaque année, mais aussi comment les ressources vont être réparties entre les différents secteurs. Comme vous le savez, le budget, ça touche directement à la vie des gens. Et d'ailleurs, cette année, je pense que presque tout le monde a très tôt compris cela à cause de la cascade de mesures que le gouvernement entend édicter. S'il a l'aval du Parlement, c'est ce qu'il compte faire et c'est clair que ça va toucher les gens. Donc la session, c'est vraiment l'occasion pour les citoyens de discuter aussi du budget et dégager leur position, leur point de vue, partager ce point de vue, ces critiques, les suggestions également, les propositions avec les parlementaires. Normalement, même le gouvernement devrait faire le processus budgétaire de façon vraiment inclusive, de façon participative, puisque ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement et du Parlement, c'est l'affaire de tout le monde. Donc il est important que tout le monde comprenne l'enjeu qui représente vraiment le budget. Si on ne participe pas au processus budgétaire, on peut dire qu'on est très sérieusement exclu des processus décisionnels. En fait. Oui, Tchangari, on sait que ce projet de loi de finances 2018 a suscité quand même beaucoup de tollés, de commentaires, d'interprétations. Mais vous, au niveau de la société civile, vous avez votre position. Tchangari, quelle est la vision de la société civile par rapport à ce projet d'abord? Bon, d'abord, vous parlez de tollés que ça a suscité. C'est vrai, bon, ça peut agacer certains, mais moi, personnellement, je pense même qu'il n'a pas suscité suffisamment de tollés. Il faut qu'il suscite beaucoup plus que ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire en termes d'indignation, etc. Il faut qu'il y ait vraiment une expression citoyenne, une mobilisation citoyenne pour vraiment arrêter une dérive dans laquelle on est depuis et qui est arrivé maintenant à un niveau qui, à mon sens, est assez inacceptable. Parce que, première chose, vous savez, la panoplie des mesures que le gouvernement a eu à prendre, ces mesures-là vont, pour l'essentiel, dans le sens de rendre les conditions de vie des gens beaucoup plus difficiles. D'abord, vous avez vu, par exemple, l'extension de l'assiette de la TVA qui désormais va concerner également un certain nombre de produits. En 2005, c'était l'élément déclencheur vraiment d'une extraordinaire mobilisation citoyenne pour faire pression. Ça concernait certains produits. Cette fois-ci, il y a des produits qui étaient exonérés par le passé et qui maintenant vont être assujettis à la TVA, même si pour certains de ces produits, c'est un taux réduit et qui n'est pas le taux de 19%, c'est le taux de 5%. Mais il faut aussi dire qu'entre 2005 et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont davantage appauvris et on revient encore aujourd'hui avec toute une série de produits alimentaires sur lesquels on veut appliquer la TVA. Des produits sur lesquels on ne l'appliquait pas. Vous avez aussi des produits qui sont utilisés par exemple, les acteurs du monde rural, notamment les paysans, tout ce qui concerne les intrants là, il y a un certain nombre d'intrants, de produits qui ont été exonérés parce que justement il fallait apporter un certain appui au monde rural qui connaît beaucoup de difficultés parce que notre pays connaît de façon régulière et récurrente des crises alimentaires. Il fallait permettre aux gens d'avoir certains produits à prix bas. Donc c'est comme le fait de ne pas les exonérer, c'est faciliter un peu l'accès à ces choses-là. Et d'ailleurs, même sans les taxes, déjà les prix sont assez élevés. On aurait pu même
en fait, certains produits, on aurait pu même les subventionner, vu la situation dans laquelle on est, pour permettre aux gens d'accéder. Là, non seulement on ne subventionne pas véritablement l'accès à des produits qui sont essentiels, mais en fait, on crée même les conditions pour que les prix deviennent inaccessibles. Vous voyez, donc la TVA sur les transports routiers des marchandises et des voyageurs, etc. Et vous avez aussi la taxation du secteur informel qui essaye d'augmenter. Évidemment, il y a des gens qui font toujours l'analyse que le secteur informel rapporte très peu dans la cagnotte de l'État et qu'il faut essayer de fiscaliser. On oublie une chose, que même si, c'est-à-dire que l'État ne tire pas des recettes du secteur informel, le secteur informel en fait chineri asiri quoi, les pauvres gens, c'est là qu'ils travaillent, ils arrivent à gagner et voilà, ça représente pratiquement plus de 55% du PIB, mais c'est aussi ce secteur qui maintient l'équilibre social, qui maintient qui permet aux gens de survivre. Maintenant, si on attaque ce secteur, c'est-à-dire on rend les choses plus compliquées, etc., déjà que on s'amuse même ici chez nous à casser les boutiques, etc., etc., il ne faut pas oublier. Maintenant, on a cassé tout ça, mais on revient encore mettre ça, on empêche aux gens, par exemple, d'aller chercher leur pitance ailleurs, etc. Bon, ben ça devient intenable. Bon, il y a beaucoup d'autres mesures. Et il faut aussi dire que on augmente la taxation des petits contribuables, mais en même temps, on fait des faveurs à certains grands contribuables. C'est par exemple le cas pour les sociétés de téléphonie. Et là, on a supprimé la taxe sur les appels entrants. On appelle communément appelé la TATI. Cette taxe-là est rapportée. Selon les chiffres de réalisation passée, ça rapportait autour de 29 milliards à l'État. Tu supprimes ça, maintenant tu sors une batterie de mesures, parfois superflues, comme par exemple cette histoire donc, sur les mutations liées à la suite des décès là. Bon, tu sors toute une batterie de mesures dont l'évaluation à la fin on dit en fait ça va rapporter à l'État moins de 15 milliards, à peu près 14 milliards et quelques. De l'autre côté, tu as supprimé une seule taxe qui peut te rapporter deux fois ce que tu dis que tu vas avoir. Donc c'est une véritable aberration. Soit peut-être ils n'ont pas bien fait leurs calculs, etc. Mais peu importe, nous, ce qu'on voit, c'est que d'abord, on va prendre plus d'argent avec les citoyens, mais le plus grave, c'est que les gens ne vont pas recevoir plus de services de la part de l'État, parce que tous les secteurs à partir desquels ils peuvent recevoir plus de prestations de l'État, c'est des secteurs comme la santé, des secteurs comme l'éducation, les secteurs comme l'agriculture, l'élevage, qui occupent près de 80% de la population. Dans ce secteur-là, en fait, les allocations budgétaires peinent véritablement à progresser, à atteindre le niveau de nos engagements. Et d'ailleurs, à certains égards, ça diminue même dans certains cas. Et ça, c'est encore en termes de prévision, du point de vue des réalisations, c'est encore très grave. Donc, en fait, vous savez, le budget, comment attacher. Tu mets, tu dois pouvoir prendre. Donc, quand attaché, et c'est ça qui est choquant. Donc, on va prendre plus d'argent, mais en même temps, on va continuer à entretenir un système qui exclut les gens sur le plan social. Et c'est quand même un problème. Oui, Tchang, je reviens un peu par rapport à cette session budgétaire citoyenne qui a eu lieu aujourd'hui. Il y a eu quand même des participants qui étaient quand même à cette manifestation. Il y a eu des discussions, des échanges quand même. Est-ce à dire que la société civile a des propositions par rapport à ce projet de loi? Bien sûr, nous avons des propositions là déjà en termes sur la base des évaluations qu'eux-mêmes ont eu à faire. Nous trouvons que, par exemple, la suppression de la TATI, ça n'a pas de sens. Donc, il faut ramener la TATI et supprimer la plupart des autres mesures, en dehors des mesures à caractère administratif ou d'autres mesures qui peuvent rapporter également, même si c'est à caractère fiscal, qui peuvent rapporter de l'argent sur lesquels on n'a pas beaucoup de problèmes. Il y a un certain nombre d'éléments, tout ce qui concerne
l'aspect du foncier, en partie, par exemple, la taxe d'habitation. Pour nous, ça n'a pas de sens. Il y a tout ce qui concerne la TVA, ça n'a pas de sens. Donc, on peut enlever ça. Déjà, ce sont des propositions. Donc, puisqu'ils disent que ça, c'est pour gagner 14 milliards, c'est ça qu'ils espèrent. Bon, si ce n'est que 14 milliards, ramenez la TADI, vous aurez 29. Et donc, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, de soulever le tollé. Maintenant, l'autre aspect, c'est aussi sur les dépenses. Évidemment, vous avez des secteurs tels que la santé, ça fait des années et des années. On voit très bien, c'est un secteur qui est en déliquescence totale. Tout celui qui fréquente les centres publics, y compris l'hôpital et tout, on voit la situation très dramatique. Les gens ont des difficultés. On a de la peine à dépasser les 6%. À peine 6, quelque chose pour ça du budget qui est consacré, alors que au moins on devrait chercher à atteindre 10%. Maintenant, vous voyez aussi d'autres secteurs où on met beaucoup d'argent. Il y a pas mal de dépenses superflues qui parfois n'ont pas beaucoup de sens, et je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, là, vous prenez seulement le budget de la présidence, vous savez, ça fait 157 milliards, n'est-ce pas? 157 milliards, parce qu'il y a beaucoup de services qui désormais sont rattachés à la présidence, alors que de par la nature semi-présidentielle, il aurait fallu peut-être les rattacher à la primature. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais là, vous voyez, par exemple, il est prévu, par exemple, de construire un immeuble de palais présidentiel. Bon, ça va faire 11 milliards, n'est-ce pas? Vous voyez, par exemple, en termes de dépenses même de sécurité, tout ce qu'on dépense pour l'entretien de la gare présidentielle, c'est énorme, n'est-ce pas? Si on fait le total, en fait, on atteint pratiquement les 9 milliards. Vous voyez, par exemple, ce qu'on va affecter à l'état-major particulier, etc. Donc, rien que sur le budget affecté à la présidence, si on essaye de faire un certain nombre de calculs, nous sommes amusés à calculer, je pense qu'on peut vraiment faire l'économie d'au moins 20 milliards. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses superflues qu'on peut laisser tomber, parce que ce n'est pas une priorité, et parce que nous sommes aussi dans une conjoncture difficile, et il faut s'occuper des pauvres gens dont la situation ne fait que se dégrader. Et si on gagne 20 milliards là, ici, 20 milliards, si on les affectait par exemple au secteur de la santé, ça permet, par exemple, donc d'améliorer la situation sanitaire. Ou si on affecte dans le secteur agricole, ça permet justement d'améliorer la situation des gens. Maintenant, vous avez, si vous prenez par exemple aussi dans les charges communes, c'est-à-dire que c'est un paquet là qui est géré par le ministère des Finances. Là également, il y a un certain nombre de dépenses telles que les achats de voitures, etc. Tout ça là, on peut faire l'économie, et même là, on peut économiser au moins 7 voire 10 milliards. Si on prend par exemple le ministère de l'Intérieur, on peut là également faire des économies. On veut construire des bâtiments annexes, on peut construire ceci, cela, etc. Si on fait le truc là, on peut économiser à peu près 4 à 5 milliards à ce niveau. Maintenant, il y a aussi d'autres secteurs, par exemple, où qu'il faut questionner. Il faut que les gens aient le courage de questionner. On dépense de plus en plus d'argent pour la défense et la sécurité. C'est énorme. Malgré les menaces. Oui, malgré les menaces. Parce qu'en fait, il ne faut pas se laisser avoir comme ça. On a vu, avant nous, on a nos voisins du Nigeria. Oui. On a vu, c'est là que Boko Haram, par exemple, est né, etc. Et cette situation sécuritaire grave a entraîné une augmentation des dépenses militaires, mais ça a augmenté aussi le vol de l'argent par ceux qui devaient gérer. Donc, l'insécurité était devenue une opportunité pour certains de se mettre de l'argent, et on a vu qu'au Nigeria c'est près d'1 milliard de dollars qu'une bande de gens a détourné. Voilà, mais actuellement, heureusement qu'il y a un président qui essaie de poursuivre. Nous aussi, chez nous, on dépense beaucoup d'argent, et c'est important de regarder, est-ce que d'abord c'est une question d'argent à dépenser, est-ce qu'on n'a pas de problème ailleurs, y compris du point de vue de la gestion, y compris du point de vue de la gouvernance des forces et tout. Est-ce que tout l'argent qu'on met dans ce secteur-là, en fait, arrive et comment dirais-je, est transformé
un résultat sur le plan de la sécurité, c'est pas du tout évident. Et puis ce sont des choses qui se font dans une certaine parfois opacité, parce que bon, on va dire chaque fois, ah oui, c'est la défense, c'est le secret, etc., etc. Et on mystifie les gens de cette façon. Tout le monde se dit, ah oui, puisque bon, si vraiment en dépensant un peu d'argent, on va avoir plus de quiétude, on préfère qu'on mette même, pourquoi pas, tous les budgets, mais ce serait grave. Et ce serait une victoire déjà pour ceux qui essayent de déstabiliser, de faire ces actions-là. Parce que justement, il y a deux façons de nous avoir. Si on se met à dépenser tout notre argent dans ce secteur en oubliant d'autres, et donc on crée les frustrations qui peuvent alimenter évidemment toutes les autres déstabilisations. On met beaucoup d'argent ici, on néglige tout, n'est-ce pas? Ben, on est aussi quelque part un peu ruiné. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça fait que même là, on doit regarder, voir en fait qu'est-ce qui est réellement essentiel. Et on peut accumuler certains moyens, n'est-ce pas? Par exemple, de réponse, c'est peut-être pas ça qu'il faut. Il faut peut-être des moyens beaucoup plus simples. On est dans une sorte de guerre asymétrique. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, moi, je refuse une chose. Je refuse qu'on me mystifie en disant oui, c'est vraiment un enjeu important, on est menacé et donc on va dépenser tout notre argent, en tout cas une bonne partie de notre argent dans ce secteur. Oublier les autres, ça, je ne prends pas. Je n'achète pas ça. Vous pensez que l'enveloppe peut-être qui est allouée à cette question quand même qui est la sécurité, l'enveloppe elle est assez élevée pour vous? Non, c'est même trop élevé. En l'espace de quelques années, il faut voir chaque année à peu près ce qu'on dépense. Et puis nous, on s'amuse aussi à regarder un peu. À regarder en fait d'année en année. On a les données sur une dizaine d'années, peut-être même plus. On s'amuse à regarder comment ça évolue, qu'est-ce qu'on fait. Et on regarde aussi les résultats, n'est-ce pas? Et donc, et on regarde aussi la tendance. Si ça doit continuer comme ça, c'est un problème. Mais tous les gens, et puis quel est le contrôle qui est exercé? Quelle garantie on a que l'argent qu'on met ici est judicieusement utilisé et que, bon, ben, voilà, c'est aussi ça la question. Donc, il faut qu'on puisse dire aux gens concrètement, voilà, et qu'on puisse même, pourquoi pas, on a fait beaucoup de dépenses, ce serait même bon de mener un peu des audits, etc., des contrôles, pour être sûr quelque part que l'argent est déjà bien utilisé. Mais en tout cas, on sait que cette affaire-là, c'est pas seulement une question. Une chose qui peut déjà faire reculer tous ces mouvements-là, c'est d'améliorer les conditions des gens. Si les gens sont exclus, si les gens vivent très mal, si les gens ne bénéficient pas des prestations de la part de l'État, etc., c'est la légitimité de l'État qui est en train de s'éroder. Et c'est aussi, on crée une situation qui permet à ce groupe-là de recruter. S'il y a des frustrations, eh bien, c'est un peu ça. Ces gens-là, eux, vous pensez qu'ils ont autant de comment dirais-je, c'est pas un État, n'est-ce pas? Ils arrivent à faire tout ce qu'ils sont en train de faire avec des moyens nettement moins. Et récemment, j'étais dans une discussion, quelqu'un qui suit un peu ces mouvements, un journaliste, un de vos collègues, qui a mené des enquêtes sur ça. Il dit, bon, par exemple, parlant du Mali, il dit, bon, au Bamou, on a à peu près 20 000 hommes, entre forces maliennes, les forces étrangères qui sont là, etc., on a à peu près 20 000. Et lui, comme il a mené des enquêtes, il dit, bon, ces djihadistes-là, ils sont peut-être 500, ou en tout cas un peu moins de 1000. Et il posait la question, il dit, comment se fait-il que une poignée de gens, en fait, rendent la vie pratiquement difficile à plusieurs armées coalisées, etc., avec plus d'effectifs, avec plus de moyens, y compris les moyens militaires, parce que ces gens-là, ils n'ont pas des avions, ils n'ont pas des hélicos, il y a un certain nombre de moyens que seules les armées disposent, même les armées les plus faibles là, ont parfois plus de moyens que ces gens, mais il y a quelque chose. Et donc, on ne doit pas regarder seulement à ce niveau. Il y a aussi d'autres dimensions. Par exemple, une dimension importante, comme c'est une guerre asymétrique, c'est par exemple la dimension notamment de renseignement. Si on dépensait plus d'argent, par exemple, dans la collecte des renseignements,
etc. Ce serait bien. Mais aussi, une chose qu'on peut faire pour les vaincre, c'est réellement de se mettre à faire les choses qui vont attacher davantage les gens à leur État, et des choses qui vont renforcer davantage la légitimité de l'État, et qui vont faire que chaque citoyen, partout où il est, peut sentir que oui, il doit faire tout, il y a des choses à préserver, et que donc il vaut mieux donner l'information, il vaut mieux se battre, etc. Et qu'ils deviennent chacun même un soldat. C'est de cette façon qu'on peut. Donc, au lieu de faire créer une situation qui va faire que chaque citoyen va se sentir soldat, en fait, qu'est-ce qui se passe? On accumule des armements et consorts, et vous avez maintenant des dirigeants qui veulent gérer le pays dans le mépris vis-à-vis de la population, et qui espèrent pouvoir écraser tous ces mouvements pour continuer à gérer nos pays comme ils ont l'habitude de le faire. Donc c'est un pari fou qu'on est en train de faire. Ça pose d'autres problèmes de fond. Et voilà, c'est tout ça. Oui, Tchang, ce projet de loi de finances 2018, vous avez donc organisé aujourd'hui cette session quand même budgétaire citoyenne. Et on a vu pour une fois quand même, sur un projet de loi qui a suscité, je reviens un peu, quand même beaucoup de débat. On a vu le gouvernement qui est sorti expliquer lui aussi ses arguments. On a vu une autre catégorie de la société civile, elle aussi, qui est sortie pour expliquer les raisons du gouvernement. Vous, cet exercice de session budgétaire citoyenne, vous le faites depuis quelques années, parce qu'on a l'habitude de vous suivre. Là, après cette étape, c'est quoi la prochaine étape maintenant, Tchang? Bon, d'abord, tout ce qui est en train de se passer, il n'y a rien de nouveau. Aussi bien ce que nous faisons, ça fait une dizaine d'années, on le fait, que les autres, qu'il y ait des acteurs de la société civile qui sortent pour dire un autre discours, que le discours tenu par une autre catégorie, ce n'est pas nouveau. Ça, ce sont des choses qui vont te dire. Que le gouvernement sorte pour faire ce qu'il est en train de faire, on a déjà vu ça. Bon, mais, j'ai dit, quelle suite? Ce qu'on veut. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de partager nos idées, nos propositions, nos critiques avec ceux à qui le projet est soumis. C'est-à-dire ceux à qui le projet est soumis, sont les députés nationaux. On va dès demain d'ailleurs rencontrer une des commissions du Parlement, la commission des affaires économiques et du plan. On a demandé aussi à rencontrer la commission des finances, n'est-ce pas? Le gouvernement lui-même, ça ne nous gêne pas de les rencontrer, par le passé d'ailleurs. Pratiquement tous les ministres passés essayaient de tenir des petites réunions avec des organisations de la société civile pour donner. Celui qui est là pense que il n'a pas besoin de ça, et donc je pense qu'il n'a parlé avec personne avant. Et d'ailleurs, on essaie même de cacher les documents comme si c'est la propriété de certaines personnes. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est d'abord donc d'utiliser tous ces mécanismes-là pour essayer de leur dire ça ne va pas, on ne peut pas continuer comme ça. À part ça, il y a ceux qui sont concernés. Il y a nous, l'organisation de la société civile, il y a les citoyens qui sont concernés. On en appelle aux citoyens pour qu'ils se mobilisent, qu'ils comprennent que ça fait en fait depuis 10 ans que nous travaillons, on n'a jamais été vraiment satisfait des budgets tels qu'ils sont faits. Et d'ailleurs, tout le monde voit, on fait des budgets avec des montants élevés, en recettes, en dépenses, etc. Et on voit l'exécution, on voit comment les ressources sont réparties. Il y a des engagements qui ont été pris solennellement, y compris des engagements du président de la République, aussi bien dans son programme que dans ses différents discours. Tout ça, ces engagements n'ont jamais été véritablement respectés. On dit, on va mettre 25% pour l'éducation. On a de la peine à dépasser les 15%. La santé, c'est 10%, c'est un engagement international. On n'a jamais atteint, depuis 2011, on n'a jamais atteint pratiquement 7%. Pour l'agriculture, il y a les engagements du Maputo, etc., c'est 10%. On n'a jamais pratiquement atteint. On ne fait que parler. Donc, ça dure. Et il y a un moment où tout ça doit s'arrêter. On doit prendre vraiment une option. Il est dans l'intérêt de tout le monde, des citoyens d'abord, mais aussi dans l'intérêt même du gouvernement, même du gouvernement et de tous ceux qui le soutiennent, qu'on puisse faire vraiment un processus budgétaire plus inclusif, qu'on puisse mobiliser plus de ressources, qu'on les utilise de façon à améliorer le sort des gens, et que notre pays soit vraiment un pays où
les gens vont être un pays dont les citoyens vont être fiers, où les gens vont vivre mieux, etc. Il n'y a rien de mieux. Bon, normalement, on peut mieux gérer nos ressources. Maintenant, si ça persiste, avec tous les problèmes qu'il y a, on continue ça, ça veut dire qu'il y a délibérément une option d'ignorer, etc. Et donc, qui peut se mobiliser pour vraiment taper du poing et arrêter cette dérive-là? Ce sont les citoyens. Et évidemment, si on n'est pas écouté, nous n'avons pas d'autres possibilités. Nous sommes des citoyens, on va en appeler à d'autres pour leur dire, eh bien, mobilisez-vous pour qu'on fasse mieux, et parce qu'il est possible de faire mieux. Et ça ne coûte pas grand-chose, véritablement. On peut mieux faire, de loin sur tous les plans. Même sur ces questions de fiscalité, etc., on doit essayer d'engager vraiment une véritable réflexion, un travail, et voilà, de réformes qui va impliquer, c'est-à-dire créer les conditions pour que tout le monde, qu'il y ait un élan déjà, comprendre les problèmes et qu'on crée un élan, qu'on montre aux gens qu'en fait, quand ils vont donner leur argent, on va faire quelque chose de bien. Et c'est facile d'expliquer aux gens, il faut simplement leur dire adagé nezae. Vous allez mettre ça, vous allez recevoir ça. Si les gens sont sûrs que adagé va faire, va respecter ces règles-là, je pense que les gens ne vont pas hésiter à donner. Vous voyez, les mesures là suscitent vraiment des appréhensions. C'est parce que les gens sont sûrs qu'on va leur prendre de l'argent et qu'on peut ne rien faire de vraiment bien pour eux. Et même d'ailleurs, ils vont même entretenir une machine qui peut-être peut se lancer facilement contre eux de façon injuste. Et c'est ça qui fait que les gens ont des craintes, et c'est ça que le gouvernement doit comprendre. Et donc il a intérêt plutôt à écouter tout le monde, à travailler avec les gens. Et on espère que les députés, puisque maintenant c'est à leur niveau, vont vraiment écouter et vont essayer d'arranger. Et d'ailleurs c'est pas fini. Après, le processus de discussion, d'inclusion doit continuer pour qu'on fasse notre budget, même c'est-à-dire au niveau de l'État, au niveau central, mais aussi au niveau local, de manière participative. C'est vraiment ça l'intérêt de tout le monde. Si on veut se soucier de l'intérêt de tout le monde. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent ignorer tout le monde et puis bon, eux ne voient que leurs intérêts, ils veulent nous imposer ce qu'ils veulent, eh bien, il nous appartient de leur montrer que ce n'est pas possible. Voilà, merci bien Moussa Tchangari. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Alternative Espace Citoyen qui a organisé donc aujourd'hui une session budgétaire citoyenne sur le projet de loi de finances 2018. Merci Tchang et bon courage. Merci. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous, bonsoir.